Salut Yair. Salut Gabriel. Aujourd'hui, on est très heureux de se retrouver parce qu'on va lancer un nouveau concept dans Chauffard. On a envie de vous parler de livres. On trouve qu'il y a des super livres qui sortent, principalement en pensée juive. Des livres qui sont pertinents, qui sont parlants pour une conscience moderne, qui sont pour l'instant que en hébreu ou en anglais, et le public francophone n'a pas forcément accès, et on se dit que ça pourrait être sympathique dans Chauffard de présenter ce genre de livre, et on commence aujourd'hui avec le livre de Nir Manoussi qui s'appelle Aboker Shachareh, le lendemain matin. Est-ce que tu veux nous le présenter ? Alors, avec plaisir, et d'abord, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, du coup ça fait plaisir de se retrouver ici. Et donc le premier livre qu'on voulait présenter, c'est ce livre-là qui s'appelle Aboker Shachareh, donc le lendemain matin, et le sous-titre c'est « Qu'est-il arrivé à l'amour à l'ère de la liberté ?» Donc pour présenter le livre, on va dire très simplement en une phrase, c'est une enquête sociologique sociologique, c'est peut-être pas exactement le mot, mais c'est une enquête sur les normes sociales, les normes culturelles qui entourent la sexualité. Et entre autres, elle pose la question, depuis les années 60, où ces normes-là se sont libérées des structures traditionnelles dans lesquelles elles étaient inscrites, qu'est-il arrivé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles ont été les conséquences ? Et c'est une enquête du Rav Nir Manoussi, je pense que ça vaudra le coup de le présenter en 2 mots après. Le livre est divisé en 2 grandes parties, qui est une première partie, une critique culturelle. C'est le style de la critique culturelle comme d'autres ont pu utiliser, comme Christopher Lasch, ou des gens qui écrivent sur les normes culturelles qui les entourent. La première, c'est une critique culturelle sur la révolution sexuelle. On va expliquer après qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi ce terme-là, et qu'est-ce que c'est ce concept. Et la deuxième partie, c'est qu'est-ce que le judaïsme éventuellement a à dire là-dessus, qu'est-ce qu'il a à proposer, est-ce qu'on peut revenir en arrière. Et c'est les 2 grandes parties. Je pense qu'on va essentiellement parler de la première, parce que je pense que c'est la plus marquante. Maintenant, si tu veux, le Rav Nir Manoussi, on pourrait penser de prime abord que c'est un livre de critique morale comme beaucoup de rabbins pourraient écrire du haut de leur chaire rabbinique. C'est des rabbins, ils sont nés dans des familles religieuses, ils ont eu un chidour qui n'a pas marché, le deuxième a marché, ils se sont mariés, ils avaient 20 ans, et ensuite ils regardent tous les autres comme oh là là là, c'est terrible ce qui se passe, c'est la débauche, le dévergondage, et voilà, j'écris un livre pour expliquer que c'est pas bien. Mais c'est pas exactement le cas, et c'est pour ça qu'il y a une note biographique qui est vraiment intéressante à faire sur le Rav Nir Manoussi. C'est que le livre commence pas, il est sorti l'année dernière environ, en 2024. Mais il a commencé à écrire le livre il y a plus de 20 ans, 25 ans environ. C'est-à-dire quand il était très jeune, quand il avait la vingtaine. Et à l'époque, il n'était pas rabbin et il s'appelait pas Nir. Donc ça commence avec le jeune Nir Manoussi, qui est né dans une famille du nord de Tel Aviv, une famille laïque, vraiment dans les familles, et pas juste une famille laïque, une famille vraiment installée dans la gauche laïque israélienne. Son père, c'est un fameux caricaturiste. Didi Manoussi, qui est caricaturiste, aussi journaliste, exactement. etc., qui avait apparemment... justement, qui était une des emblèmes finalement, une figure emblématique du monde laïque de Tel Aviv. Donc il naît en fait très loin, sa mère est poétesse, et donc il naît très loin de l'environnement religieux, et dans toute sa jeunesse en tout cas, celui-là va très bien. Il fait des études de sciences politiques, il va étudier les sciences humaines à Tel Aviv. Il est très très installé, c'est lui-même un artiste, il a déjà aussi la fibre artistique de ses parents depuis très jeune, et il est très très à l'aise dans ce milieu-là. Et ce qui va tout changer en fait, c'est que au milieu de ses études, il a un chagrin d'amour terrible. Vraiment, son amour de jeunesse le quitte, et il est brisé par cette expérience. Et il raconte dans l'introduction que il parle avec un ami avec lui qui est un peu plus traditionnel, un peu plus religieux, etc., mais pas non plus... On parle de l'université de Tel Aviv il y a 25 ans, c'est pas non plus rempli de gens avec des paillots et des tzitzit. Et il lui dit à son ami, il lui dit « Pourquoi c'est si dur de s'engager ? Pourquoi moi je l'aimais à fond, cette fille, et elle est partie. Pourquoi c'est si dur de s'engager ? J'aurais bien voulu. » Et l'ami lui répond « Je pense que c'est le problème de notre génération. » Et ça lui reste un peu dans l'esprit, etc. Au début, il comprend pas ce qu'il lui veut, etc. Il commence à réfléchir, et en fait, il commence à regarder autour de lui et à se rendre compte que les relations entre les hommes et les femmes, entre les garçons et les filles, autour de lui se passent pas très bien. Et il commence à pressentir que quelque chose ne tombe pas rond, et il commence à comparer avec ce qui se passe, c'est sa famille lointaine, religieuse, il commence à comparer un peu avec d'autres cultures, et à se poser la question,
comment on en est arrivé là? Mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, pour lui c'est grands-parents, mais peut-être pour nous, nos arrière-grands-parents, ils n'avaient pas un nombre incalculable d'histoires, ils se mariaient relativement tôt, et puis ils fondaient une famille, ils avaient des enfants. Il y avait bien sûr des exceptions à tout ça, mais c'était, on va dire, ça semblait le parcours classique d'une histoire d'amour. Et là, on est arrivé à une situation où les gens se marient très tard, s'ils se marient. Les taux de divorce sont immenses. Les gens enchaînent des relations qui sont même pas long terme. Des gens qui enchaînent des coups d'un soir, tout ça accompagné d'alcool, etc. On a l'impression que toutes les normes qui entouraient la sexualité se sont toutes dissolues. Et il s'est posé la question premièrement, de quoi est faite cette dissolution et quelle a été la conséquence sur la société. Ok. Donc ça, c'est le cœur du livre. Ok. En gros, il commence comme ça par quelque chose de biographique. C'est en fait un cheminement personnel. Et finalement, 20 ans plus tard, il se décide à se remettre à ce livre-là. Exactement, ouais. Alors qu'il est déjà lui-même, il a fondé une famille, il est lui-même devenu érudit, etc. Et c'est un auteur que moi je connais depuis plusieurs années. Un auteur à succès. Brillantissime. D'ailleurs, j'avais voulu le faire intervenir à Chauffard et le traduire, etc. Et en fait, ce qui m'a beaucoup parlé dans ce livre, c'est justement cette première partie où il va faire un travail qui est un travail d'analyse assez systématique, avec aussi beaucoup d'études sociologiques, de stats, etc., pour comprendre où on en est et ce qu'il va appeler cette espèce d'expérience globale qu'on a fait avec une nouvelle manière de gérer la dimension de couple, d'amour et de sexualité, finalement où on en est et qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 60. Donc je te laisse maintenant commencer à rentrer dans les différentes parties du livre. Alors ce qui est intéressant, pourquoi après avoir commencé ce livre il y a 20 ans dans ses premières recherches, pourquoi il s'est mis à l'écrire maintenant? Parce qu'en fait ce choc, c'est ça qui a effectivement fait commencer son cheminement vers la religion. Il a fait un retour vers la Torah, il est devenu rabbin, etc. Donc vraiment, il s'est marié, etc. Et en fait, il s'est dit, maintenant que je suis rabbin, bon, effectivement, c'est le rabbin qui critique les normes sexuelles autour de lui, ça semble assez... alors ça ressemble à un schéma ancestral, voilà, il n'y a rien de nouveau ici. Mais en fait, il s'est rendu compte, ces dernières années, que quand il parlait de ça à des jeunes qui n'étaient pas religieux, ça ne les dérangeait pas du tout qu'il était rabbin. Et qu'au contraire, il y avait une demande... Une demande très haute pour ce genre de discours, et ils avaient vraiment, il a dit les jeunes d'aujourd'hui qui ont 20 ans et moi j'en ai 50, ils sont perdus et ils ont besoin d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui leur arrive. Et c'est pour ça qu'il s'est mis, donc il s'est remis à l'écriture du livre. Et le lendemain matin, c'est exactement ce que tu disais, c'est un jeu de mots en fait entre à la fois le lendemain matin, si on veut, de la scène classique du film, du coup, d'un soir où tu te réveilles, tu sais pas où tu es, tu sais pas qui c'est qui dort à côté de toi, tu te souviens pas de son nom, tu as peut-être même pas demandé son nom. Et donc c'est ça le lendemain matin. Et le deuxième lendemain matin, c'est le lendemain matin de cette expérience qui maintenant a presque plus d'un demi-siècle sur la dissolution des normes sexuelles, la dissolution des structures traditionnelles autour de ça. Donc la première question qu'on va poser, qui va essayer de décrire dans le livre, c'est d'essayer de donner un schéma sur de quoi est faite la révolution sexuelle, fondamentalement. Et alors il décrit la chose suivante. Il faut imaginer que la sexualité, c'est en fait comme qu'une sphère qui est attachée à 3 autres sphères. Ok. Et ces 3 autres sphères sont, on va dire dans l'ordre, la reproduction, le mariage et l'amour. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, Nirmanoussi, il essaye d'expliquer que la révolution sexuelle, en fait, c'est la dissolution progressive, le détachement progressif de la sexualité et de ces 3 autres sphères qui étaient jusque-là, attachées qui étaient attachées jusque-là. Alors, il faut commencer par le premier. Le premier est très simple et très facile, c'est la pilule contraceptive. La séparation de la sexualité et de la biologie, en fait, et de la reproduction. Avant, on pourrait dire, il y a l'obstacle évident à la libération, on va dire, totale des normes sexuelles à l'intérieur d'une société, c'est que tu peux tomber enceinte. Et c'est un obstacle immense. Et donc, si déjà on va prendre tu risques pour une femme de prendre le risque de tomber enceinte, d'avoir un enfant et de prendre les responsabilités qui s'y attachent, s'il y a un mec en face, il va lui dire hop, monsieur, s'il va y avoir un enfant au bout de la route, j'ai besoin que ça soit sérieux. J'ai besoin que ça soit sérieux. À partir du moment de la pilule contraceptive et aussi avec la légalisation de l'avortement dans beaucoup de pays, et ben ça enlève ce premier obstacle et ça détache, on va dire, une première chose que
avoir des relations intimes ne signifie pas forcément fonder une famille, on va y arriver, mais ne signifie pas forcément avoir un enfant. Et en gros, la première révolution, elle est, avant d'être culturelle, elle est technologique. Elle est technologique. C'est-à-dire que d'abord, il y a la technologie qui a pu séparer deux choses qui étaient intrinsèquement liées biologiquement, qui étaient la sexualité et l'enfantement. À partir du moment où c'est plus intrinsèquement lié, d'un coup, se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire pour la sexualité si maintenant elle n'a pas forcément un lendemain qui veut dire... Exactement. Okay. Et en fait, on va dire la biologie, jusque-là, était en fait un peu le ciment qui maintenait tout ça, qui maintenait tout lié. Et en fait, à partir du moment où on a enlevé ça... Et maintenant, je veux peut-être préciser ça, c'est pas la question de est-ce que c'est bien de prendre la pilule ou de pas prendre la pilule, est-ce que la pilule était une bonne ou une mauvaise invention. Maintenant, ce que le Rav Manossi essaye de dire, c'est voilà ce qui s'est passé et quelles ont été les conséquences. Qu'est-ce que ça a donné en fait. Et ce qui dérive directement de ça, c'est que la famille, on va dire, sort un peu du cadre. Et la première chose qui vient, qui arrive après ça, c'est le couple. C'est-à-dire que si il est possible de ne pas y avoir d'enfants, et se forme cette idée du couple. Maintenant, la deuxième partie, on va dire la deuxième révolution, c'est d'avoir également, après plus tard, détaché la sexualité du mariage. C'est-à-dire de la fondation de la famille, de la sexualité comme une sphère exclusive à un homme et une femme mariés. Okay. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que peut maintenant émerger une forme des gens qui entretiennent des relations intimes, mais qui ne sont pas engagés dans une relation à long terme. Ça aussi, je vais essayer d'expliquer ce point-là, ça aussi, en fait, ça découle directement. En fait, pourquoi dans la plupart des sociétés traditionnelles, la sexualité était reliée finalement à une dimension d'engagement ? Parce qu'à partir du moment où, lorsqu'il y a sexualité, il peut y avoir enfant, alors en général, on préfère que ce soit dans un cadre qui est un cadre d'engagement, de sécurité, où on sait que ça va être un père et une mère qui sont responsables, etc. Non, c'est vrai, mais on va dire que c'est une norme culturelle qui est à part. Ça veut dire que jusque-là, on considérait que c'était tabou. Que c'était tabou. On n'avait pas des relations sexuelles hors du mariage, hors d'un mariage, même en tant que célibataire. C'était quelque chose qui ne se faisait pas. Alors on peut spéculer en fait sur l'évolution, le côté évolutionniste, de se dire c'est à cause de la biologie, etc. Et c'est peut-être vrai, mais on va dire que dans les années 30-40, ou même, on va dire, disons, il y a 150 ans, allons un peu plus loin, c'est juste tabou. Enfant ou pas enfant. Et c'est la dissolution de ce deuxième tabou-là qui est la deuxième partie de la révolution. Donc on n'a plus... la famille sort du cadre pour faire, on va dire, c'est la fin de l'ère de la famille et le début de l'ère de l'idéal romantique. Et la troisième dissolution, et ça je pense que c'est la plus grave et celle qu'on vit maintenant de façon très forte, c'est la séparation de la sexualité et de l'amour. C'est que même si on oublie maintenant la biologie et on oublie maintenant l'engagement familial du mariage, le sacrement du mariage, comme disent nos frères les chrétiens, il y a même cette idée-là que si on a une relation sexuelle avec quelqu'un, c'est tout d'abord quelque chose qui exprime de l'amour. Et la révolution sexuelle dissout également ce lien-là en disant non, c'est juste du plaisir en fait. Dire, ce n'est pas c'est un acte comme un autre. C'est un acte comme un autre de plaisir, comme on pourrait partager une bière ou un bon film. Et on peut partager son corps pour notre propre plaisir. Si et je me rappelle bien, n'implique rien. Si je me rappelle bien, il parle d'un magazine féminin comme ça où il y avait écrit tout savoir sur le sexe de A à Z. Et donc c'était avec A, B, C, D, E. Et le premier A, c'était amour. Et pour amour, il y avait écrit quel rapport ? Quel rapport, exactement. En gros, on est à un stade où finalement on veut, de manière parfois même un peu artificielle, on veut dire il n'y a pas forcément de rapport à mettre entre cet acte-là et la dimension romantique, la dimension de lien entre deux personnes. Exactement. Et donc voilà, ça c'est un peu le schéma global de la transformation des normes culturelles. Qu'est-ce que c'est ? C'est le détachement vraiment. Et il y a un joli schéma dans le livre. Je ne sais pas si ça vaut le coup de le montrer à la caméra. On pourra le mettre, dans le podcast. Il est là au tout début avec les trois. Voilà, c'est ça. Bon, ça se voit pas, mais. Une petite. on le mettra. On mettra, c'est ça. Bon, bref. Si on voit ça comme une espèce de triangle. En gros, t'avais quelque chose qui était entremêlé. Exactement. C'est-à-dire la sexualité, l'acte sexuel, l'amour, l'engagement et la dimension d'enfantement étaient entremêlés. Et là, avant tout parce qu'il y a eu cette
possibilités techniques, alors culturellement ça a créé le détachement de ces différentes sphères, et maintenant on peut être face à un acte qui est un acte qui est complètement décorrélé de quoi que ce soit. Exactement. Et je rajouterais même, c'est pas seulement la technologie, mais en fait il y a aussi toutes sortes de révolutions dans l'état d'esprit. Alors c'est sûr que la technologie permet ça, la technologie de la contraception permet ça, mais tu as aussi une transformation progressive des normes. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se met à penser les choses différemment. Si, j'ai un exemple, par exemple, on parlait du titre et du coup d'un soir et on voit le mec, imagine la scène de film, le mec se lève le lendemain, il se souvient même pas s'il a demandé le prénom de la fille. Ça, c'est quelque chose, imagine il y a 100 ans, c'était impensable. C'est impensable, une chose comme ça. Aujourd'hui, on voit ça dans un film, ça nous fait rire. Et ça montre un peu comment nos modes de pensée ont changé. Okay. Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Et ça, ce n'est pas seulement dû à la technologie, mais c'est dû à une vraie transformation de notre façon de voir les choses. Okay. Et il y a bien sûr, si on a le temps pour en parler, il y a bien sûr ici l'influence du féminisme et d'un certain nombre de mouvements de libération des années 60 qui ont vraiment, disons, essayé de transformer les mentalités. Ok. Alors, lui, ce qu'il va faire, si je me souviens bien par la suite, c'est le fait de dire qu'une fois que tu as décrit ce détachement-là des différentes sphères, est-ce que cette chose-là a un coût ? Est-ce que finalement, est-ce que les hommes et les femmes sont libérés par cette libération sexuelle, ou est-ce que finalement on se rend compte qu'il n'y a pas que des points positifs à cet aspect-là ? Ouais. Alors, c'est intéressant la manière dont il fait les choses, mais on va essayer de suivre la structure du livre et essayer d'expliquer un peu les différents points. Et c'est vrai que c'est la question un peu qui pose, comme il se pose pas vraiment dans un jugement moral, mais il se dit, j'essaye de poser la question, quel a été le prix de cette liberté ? Maintenant qu'on a libéré, on va dire, on a libéré la sexualité de tous ces obstacles, de tout ce qui le restreignait, quel prix on a payé pour ça ? Il y a une seule contrainte qui reste éventuellement, c'est le consentement. Et encore, c'est pas. Ouais. Ça, on va peut-être en parler plus tard. Mais la première chose qu'il dit, c'est que voilà, maintenant qu'on a posé ce schéma-là, qu'est-ce qui s'est passé ? La première chose qui s'est passée, c'est qu'il y a une nouvelle idée du couple qui est née. Votre arrière-grand-père n'a pas eu de petite copine. Ça n'a pas existé. Peut-être votre grand-père, si vous avez mon âge, ça, c'est possible encore, parce que voilà, c'était dans les années 60 et c'était et même ça, il en a peut-être une, deux, c'est tout, pas plus. L'idée, et j'ai pas trouvé un mot équivalent en français, mais du relationship, comme on dit en anglais, d'avoir un petit copain et une petite copine, c'est-à-dire quelqu'un avec qui je suis, sans que ça soit un engagement pour le futur, sans que ça soit, on va dire, forcément dans une optique de mariage, je suis avec lui. Alors, il explique un truc très intéressant. Avec un niveau d'intimité qui peut être un niveau d'intimité total. Alors, c'est exactement. Alors, on peut même vivre ensemble, on peut évidemment avoir il y a tout un chapitre, des relations corporelles, etc. Exactement. Il y a tout un chapitre sur l'explicitation de ce concept-là. C'est quoi avoir un petit copain et une petite copine ? Et l'idée est très simple. On veut à la fois tous les avantages du mariage, c'est-à-dire avoir un partenaire, vivre ensemble, avoir des relations intimes, etc. Et sans tout l'engagement. C'est-à-dire qu'on a tout ça, on peut vivre comme un couple marié, mais si je ne suis pas content, ou si je n'ai pas envie, ou pour quelque raison que ce soit, je peux partir. Il suffit d'avoir une discussion un peu sérieuse et voilà. Il suffit, si on était ensemble depuis 1 an, alors bon, on sera face à face. Si on était ensemble depuis 3 semaines, je t'enverrai un texto. Il a une très belle image en fait pour essayer d'expliquer qu'est-ce que ça crée au niveau psychique dans une relation de couple. Il donne comme ça une image un peu jolie, romantique d'un couple qui est dans une nuit étoilée comme ça dans son lit, et en fait d'un coup on se rend compte qu'il y a des lumières de néon d'un côté et de l'autre du lit, avec la pancarte exit. Du côté du garçon il y a une pancarte exit, du côté de la fille il y a une pancarte exit, et en gros ce qu'il veut dire, c'est que cette présence là d'une possibilité de partir finalement sans que ce soit tellement compliqué, ça a une influence. Oui. C'est pas anodin. Pas anodin. Et il dit un truc très beau. Il dit la rupture, la potentielle rupture dans le futur crée déjà une rupture dans le présent. C'est-à-dire qu'il y a une limitation claire. Cette chose-là fait qu'il y a une limitation claire dans la possibilité de vraiment s'ouvrir à son partenaire et de créer une intimité qui est pleine
aussi pour des raisons de sécurité. Si demain tu peux partir, je suis pas prêt à te dévoiler toute ma vie et à compter sur toi pour que tu me soutiennes. Donc il y a une limite. C'est une protection psychologique. C'est-à-dire que il faut imaginer que il parle de monogamie en série, monogamia sidratite. Il faut imaginer qu'on est peut-être après la 3e, 4e, 5e fois que mon cœur est brisé. Et donc, ce qui se passe, c'est que je mets un peu une carapace. C'est-à-dire que je vais pas forcément... Je suis conscient de ce panneau exit. Je suis conscient du fait que ça va sûrement se finir de cette manière-là. Et donc, ma capacité à me laisser complètement, m'ouvrir complètement, laisser mon cœur complètement dans cette relation est finalement altérée par ça. Exactement, c'est tout à fait vrai. Mais il y a quelque chose, je pense, qui est plus important. Je pense que c'est le point très important dans ce nouveau modèle, le nouveau concept de couple, c'est que ça, en fait, ça a éradiqué la pression de prendre une décision. Et pourquoi c'est important ? Parce que on n'est plus dans le modèle ancien dans lequel, si on se rapprochait, si un homme et une femme se rapprochaient, s'appréciaient, et ben très vite il fallait prendre une décision. Il fallait dire, ok, est-ce que c'est sérieux ou est-ce que c'est pas sérieux ? Et il faut décider. Est-ce qu'on a une chance de vivre ensemble et de construire notre vie ensemble, ou est-ce que non ? Et s'il n'y a pas, bon, on peut s'arrêter là, etc. Ici, on n'est plus dans des prises de décision de mettre en place une relation, de la continuer ou de l'arrêter. On glisse à l'intérieur de la relation. Il fait ça le sliding. Exactement, il y a le sliding. Il vient de ça des études sociologiques américaines. Il dit on slide dans la relation. On n'est pas sûr comment ça a commencé, et des fois on n'est même pas sûr si ça a terminé ou pas. On est dans une situationship, comme ils disent les Américains. On sait pas, peut-être un jour elle va me rappeler, peut-être un jour on sait pas. Il y a une manière de glisser à l'intérieur de la relation. Il ramène aussi des études qui montrent que souvent beaucoup de relations commencent avec des quantités d'alcool assez élevées. En fait, simplement parce qu'on a rencontré un gars, on est complètement bourré. Il montre que dans 89% des situations dans lesquelles deux personnes complètement étrangères sont arrivées à avoir une relation sexuelle, il y avait des quantités d'alcool assez astronomiques. Il y a là-bas des chiffres, etc., sur les quantités d'alcool. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas non plus le plus intéressant. Mais ce qui montre, en fait, c'est que beaucoup de ces relations sont construites et ne sont pas décidées d'être construites, mais simplement, c'était sympa. Et puis ça continue. Et puis ça dure 1 an, puis ça dure 2 ans, peut-être ça s'arrête, puis ça s'arrête pas. Et en fait, puisqu'on ne décide jamais, puisqu'on n'a pas cette pression d'avoir à prendre une décision, de prendre notre vie au sérieux, d'être mature et dire, écoute, peut-être qu'on s'aime et qu'on veut construire notre vie ensemble, peut-être qu'en fait c'est juste on s'amuse bien, mais tu seras pas la mère de mes enfants, tu seras pas le père de mes enfants. Et je vais essayer d'expliciter ce point parce que c'est un point qui est important et qui n'est pas évident à saisir. C'est quoi cette histoire de glisser ? C'est-à-dire qu'en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que dans une relation, d'une version traditionnelle, assez vite, finalement, les questions de fond vont devoir être posées. Parce qu'au final, dès le départ, on se rencontre avec la question de est-ce qu'on va être capable de fonder une famille ensemble, d'éduquer des enfants dans la même, de manière harmonieuse, dans une même conception, etc. Donc assez vite, en fait, des questions importantes sont mises et on voit est-ce que oui ou non ça peut convenir. Évidemment, il y a aussi des questions d'alchimie et de choses qui sont au-delà de ça, mais il y a des questions importantes qui sont mises sur... Là, ce qu'il dit dans cette dimension-là où on glisse dans la relation, c'est que il y a une relation qui a commencé sans avoir la prétention d'être une relation qui va nous tenir à vie. Exactement. Mais au final, j'ai pas forcément... ça se passe suffisamment bien pour que je casse pas. Exact. D'accord ? Et donc, puisque ça se passe suffisamment bien, on continue. Mais on n'a pas encore posé des questions de fond. Et donc, on peut se retrouver avec des personnes qui, tout simplement parce qu'il n'y a pas de raison majeure, on s'entend suffisamment bien pour que ça puisse continuer, il n'y a pas de raison majeure de casser. Des gens qui vont avoir des relations qui sont très longues, alors qu'au final, si c'était posé une seconde en disant est-ce que cette personne-là peut être la mère de tes enfants ou le père de tes enfants, ils auraient dit non, je ne pense pas que ce soit ça. Mais c'est quelque chose qu'ils vont peut-être révéler des années plus tard avec le coût émotionnel qui ça va être. Exactement. Et aussi, il y a des gens, alors on peut directement dire, mais pour une femme et la plupart des femmes, je pense qu'il me semble que c'est pas incroyable de dire que la plupart des femmes, elles veulent à terme se poser, avoir un mari, faire fonder une famille, des enfants. Et on voit des gens qui passent une décennie de 20 à 30 ans, de 20 à 30 ans, à avoir dans une relation qui est on-off, ou alors avec des suites de relations de gens qui n'aboutissent jamais, et à la fin, ils se retrouvent à 30-35 ans, et ça commence à devenir difficile. Et c'est souvent tard. Et en fait, tout ça découle de cette idée-là que si il n'y a pas
cette structure-là d'avoir un petit copain et une petite copine Ouais. ne met aucune pression sur la décision. En fait, Donc ça, le prix. Alors on peut dire c'est un certain avantage. On peut prendre son temps. On peut bien réfléchir. On peut apprendre à connaître. Etc. On peut dire tout ça. Mais il y a aussi un autre côté de cette pièce-là, qui est que beaucoup de gens perdent énormément de temps dans des relations auxquelles ils n'ont pas vraiment envie de réfléchir parce qu'ils y sont à l'aise. Et donc, ils ont perdu l'encouragement, la pression de vous dire « Ok, est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est sérieux ?» En fait, ce qui montre, c'est que le coût de cette indécision-là et le coût de ce modèle de ce qu'il appelle la monogamie en série, c'est-à-dire où finalement on va enchaîner des relations qui sont plus ou moins sérieuses, c'est un coût qui est totalement différent pour les hommes que pour les femmes. Aussi. Puisque pour les femmes, il y a une horloge biologique et que au final, elles vont devoir plus vite se poser la question de où on en est dans un système, dans un modèle qui encourage finalement cette prise de temps, tu vas pas te marier avec la première personne que tu rencontres, mais tu vas te marier avec la 4e, la 5e, la 6e, etc. Et ben souvent le coût pour les femmes va être plus grand, où elles vont se retrouver avec moins d'années, qui sont des années qui sont des années ouvertes d'après leur horloge biologique, alors que pour les garçons ça va être vécu de manière différente. Donc c'est un modèle qui déjà est plus coûteux pour l'un que pour l'autre. Il y a un déséquilibre entre les hommes et les femmes dans ce modèle, et il y a, je vais peut-être prendre un moment pour en parler après, mais il y a des livres entiers qui ont été écrits sur les dégâts de cette révolution pour les femmes. C'est-à-dire que, et c'est souvent plus élevé. Il y a aussi un dégât très important pour les hommes auquel j'aimerais bien arriver, mais mettons ça un instant de côté. Et là, on a vu, si on veut, dans ce nouveau modèle de couple, qu'est-ce qui se passe quand on prend trop le temps, quand on n'a pas de décision à prendre. Ouais. Mais il y a aussi l'autre côté de la pièce, c'est qu'est-ce qui se passe quand on ne prend pas le temps du tout. C'est-à-dire que, en fait, on n'entretient aucune relation à long terme, on fait que des coups d'un soir, on fait que des relations très courtes, où en fait, tout ce qui se joue, c'est juste le plaisir mutuel qu'on se donne. Okay. C'est de la consommation, quoi. Ou c'est de la consommation. Et en fait, il dit un truc intéressant, c'est que psychologiquement, qu'est-ce qui se passe ? On commence tous avec cet idéal romantique. On commence tous à 13, 14 ans quand on est jeune et quand on s'éveille à la puberté, quand on s'éveille à ce genre de sentiments. On commence avec cette idée. Je trouvais celle que j'aime, l'homme parfait, la femme parfaite. On tombe amoureux. Et à ce moment-là, on tombe amoureux. Et il dit que les normes sexuelles qui entourent maintenant la société moderne fait qu'on est poussé à expérimenter tout de suite. Ouais. On est également poussé à penser que c'est juste une question de plaisir. Et en fait, la première expérimentation de celui qui est naïf et qui démarre dans ce monde-là, c'est d'être utilisé comme un moyen de plaisir. Et ça, il explique que psychologiquement, ça te brise et ça t'endurcit. Il appelle ça la vampirisation du système. Il voit dans la multiplication, on va dire, des séries, de la fascination sur les séries, sur les vampires, sur les zombies, etc. Il dit c'est la psychologie amoureuse brisée de toute une jeunesse à qui on a dit tomber amoureux, ça ne veut rien dire. On se donne juste du plaisir aux uns aux autres et c'est tout. Le vampire parce que le vampire utilise l'autre. Exactement. Ok. Et il dit ce qui est intéressant dans l'analogie du vampire, c'est qu'une fois que le vampire a utilisé, a mordu un, et l'autre devient un vampire aussi, et il va continuer en fait, et il va propager cette blessure, il va propager cette brisure aux générations après, mais ceux qui viennent après quoi. En fait, l'axiome qu'il y a derrière cette espèce de vision qu'on peut enchaîner des relations intimes, c'est le fait de dire que tu peux séparer la dimension de corps des autres dimensions de ta personne et enjoy et jouir complètement de cette chose-là, même s'il n'y a pas forcément de lien qui va être un lien amoureux ou un lien d'une certaine intimité entre deux personnes. On est si on se rappelez-vous le schéma, on est dans la troisième dissolution entre la sexualité et l'amour. Et en fait, on se rend compte que c'est pas sûr que cet axiome-là soit juste. C'est-à-dire, c'est possible que on soit face à un acte qui, par définition, en fait, pas juste par construction sociale, qui, par définition, avait une dimension qui est plus profonde que juste un acte parmi d'autres de jouissance. Et donc, lorsque la personne se rend compte que elle vit mal, en fait, elle vit mal ces ruptures permanentes, qui sont pas forcément des ruptures romantiques, qui sont simplement, on a eu un rapport cette nuit, etc., mais ça ne veut rien dire sur la suite. Le fait que la personne le sente mal, c'est pas qu'une construction sociale. C'est peut-être que, en fait, cet acte-là
à quelque chose qui est beaucoup plus intime et beaucoup plus profond. C'est-à-dire, on se met à nu, il y a quelque chose où c'est deux corps qui deviennent un, c'est pas rien. Et cette espèce de vision de dire non, en fait, c'est comme faire un match de squash, quoi, et on peut le lendemain ne plus s'adresser la parole. On voit que psychologiquement, ça marche pas. Il y a un truc. Alors, psychologiquement, d'un côté, on peut dire que psychologiquement, ça marche pas, et souvent, mais le problème, c'est qu'on se rend compte de ça un peu tard. Et en fait, il y a beaucoup on passe une grosse partie de notre jeunesse à se défouler, à consommer, et à 30 ans, on se rend compte que c'était pas du tout ça. Et après ça, il y a déjà beaucoup de blessures qui se sont installées. Comme tu as dit, le cœur s'est beaucoup endurci, on a appris à partager son corps, mais pas à partager son cœur. Et en fait, ça devient de plus en plus dur à trouver quelqu'un, parce qu'on peut plus faire confiance. On sait pas ce que ça veut dire de s'engager définitivement avec quelqu'un, alors qu'on a pu profiter d'un nombre très élevé de gens. Et surtout, et là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le Rav Ner, il dit... Il décrit que c'est éventuellement ça qui est aussi une des sources peut-être de la dissolution de la famille. Et pourquoi ? Alors tout le monde sait que les taux de divorce sont très élevés, c'est au-dessus de 50% dans la plupart des sociétés modernes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ceux qui ne se marient pas, parce que tous ceux qui se marient, dans tous les mariages, il y a environ la moitié qui finiront par un divorce. Mais il y a aussi tous ceux qui ne se marient pas. Et par exemple, une stat qui est intéressante, c'est qu'en Europe, depuis les années 60 jusqu'à maintenant, il y a 50% de moins de mariages. C'est-à-dire que si pour 100 personnes qui se mariaient, pour 100 mariages qui se faisaient en 1960, en 2025, il y en a 50. Wow. Donc beaucoup de gens ne se marient plus. Donc l'idée du mariage a disparu. La natalité, n'en parlons même pas. Mais aussi, il y a une autre chose, c'est les statistiques d'infidélité. Alors, telles qu'elles sont en 2024, dans ce qui rapporte dans le livre, dans les études qui rapportent dans le livre, c'est environ 26% pour les hommes et 16% pour les femmes. Donc il y a une différence ici, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup plus élevé qu'avant. Et ce qui se passe, il dit, c'est simple. Quand on a été éduqué que la sexualité, c'est juste un plaisir qu'on prend avec un inconnu, éventuellement, il y a la capacité après de... Exactement, c'est-à-dire, on peut pas, même si on s'est marié et qu'on s'est engagé et qu'on a dit les mots, cette psychologie-là, elle peut rester. Elle peut rester et dire, bah oui, je suis allé voir une autre, pourquoi ? C'est juste un repas, en fait. Ouais. C'est comme tu vas pas me quitter parce que j'ai pris un repas avec une autre. Et en fait, quand cette conception, même si on fait l'acte traditionnel du mariage, elle n'a pas quitté forcément les esprits, ça fait qu'il y a beaucoup de mariages qui se dissolvent parce qu'on n'est plus capable de penser qu'est-ce que c'est un engagement avec une sexualité exclusive. Parce qu'on a pris l'habitude de dire, comme disent les Américains, it's just sex. Il y a une stat qui ramène, je ne sais pas si tu l'as noté, qui est très intéressante. Dans les campus américains, ils ont fait une étude. Apparemment, dans les campus américains, j'y étais pas, mais apparemment, il y a une culture qui est relativement libérée sur ces sujets-là. Ils ont fait une étude pour voir le niveau de satisfaction justement sur ce sujet-là, du côté des garçons et du côté des filles. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un écart très très important avec les garçons qui étaient en fait très satisfaits de cette situation-là, donc justement de cette possibilité de consommer sans engagement, et du côté des filles, en fait, même si elles essayaient de s'auto-persuader du fait que c'était que tout va bien et que ça leur convient, au final non, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Et donc en fait, ce qu'il essaie de dire là-dedans, je sais pas si tu avais noté les stats, ce qu'il essaie de dire là-dedans, c'est il y a une différence fondamentale entre la sexualité masculine et la sexualité féminine, et ça a pris des générations pour arriver à apprivoiser la sexualité masculine pour qu'elle se rapproche de la sexualité féminine, et on a fait exploser cette chose-là. Alors c'est un point très important, et ça nous amène en fait à un nouveau chapitre dans le livre qui essaye d'examiner les différences entre les hommes et les femmes, et comment cette révolution a impacté différemment les hommes et les femmes. Alors pour les femmes, il y a un livre annexe que je conseille aussi, qui est un livre en anglais d'une journaliste britannique qui s'appelle Louise Perry, qui s'appelle The Case Against the Sexual Revolution. Et c'est un livre en anglais, et je pense qu'il est probablement traduit en français. Et dans ce livre, elle examine vraiment l'impact sur les femmes. Et c'est un livre qui est plus brutal que celui-là. C'est un livre qui est écrit par un rabbin, donc c'est encore suffisamment soft. Si vous allez lire le livre de Louise Perry, tenez-vous à vos chaises, parce que c'est brutal. Il y a des témoignages vraiment brutaux sur les dommages et sur que ça a fait aux femmes, entre autres. Alors, je reviens sur ton point parce que c'est le bon point. Il y a une grande différence entre les hommes et les femmes.
et le terme scientifique pour cette différence s'appelle la sociosexualité. Okay. Alors la sociosexualité, c'est dur à dire, sociosexualité, c'est un mot long, c'est une manière de mesurer combien quelqu'un est intéressé par avoir des expériences multiples et nouvelles, intéressé par le renouveau. On va dire ça comme ça. Donc, quelqu'un qui a une sociosexualité haute, c'est quelqu'un qui aura tendance à multiplier les partenaires, qui aura tendance à multiplier les expériences, à chercher, à vouloir avoir envie d'autre chose, avoir envie de renouveler. Et quelqu'un qui a une sociosexualité basse, c'est quelqu'un qui cherche plutôt des relations stables à long terme. Et il y a une fameuse histoire que, si le nom m'échappe pas, il y a une penseuse féministe, une sociologue féministe qui s'appelait Margaret Mead, si je me souviens bien, qui a fait une étude sociologique sur des indigènes d'une île qui s'appelle Samoa. Okay. Et elle est revenue avec cette conclusion que les jeunes, quand ils deviennent pubères, et toute la jeunesse entre 15 et 20 ans avant de se marier, ils ont des expériences les uns avec les autres. Okay. Et tout ça est parfaitement accepté, il n'y a pas de problème, etc. Il s'est avéré bien plus tard que les indigènes s'étaient moqués d'elle. Et elle parlait pas la langue, elle avait un interprète qui avait voulu s'amuser et qui lui avait fait croire des choses comme ça, mais ça avait pris en fait dans l'ambiance des années 60. On peut libérer, qui était chez les penseurs féministes qui étaient pour la pas tous. Et ça, il faut noter aussi que pas tous les penseurs et penseuses féministes étaient pour la libération sexuelle. Okay. Par exemple, Betty Friedan avait écrit très tôt qu'elle pensait que la dissolution des normes sexuelles était au désavantage des femmes. Okay. Elle l'a vu assez tôt, mais le problème, c'est que la majorité des féministes ont fait alliance avec les partisans de la révolution sexuelle, qui étaient essentiellement des hommes d'ailleurs, parce qu'ils voulaient lutter contre l'establishment patriarcal, les institutions traditionnelles du mariage, etc. Ils ont fait alliance, mais c'était pas unanime, et certains ont vu que ça allait être un problème. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, plus tard, on s'est rendu compte que la sociosexualité n'était pas distribuée de façon égale entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire, une grosse partie qui est dans une moyenne assez similaire, mais si on regarde les deux courbes de Gauss qui décrit ça, et ben les femmes sont un peu décalées vers le bas et les hommes sont un peu décalés vers le haut. Ça fait que de façon assez constante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que de façon tu prends un homme moyen, il aura une sexualité plus haute que la femme moyenne. Et si tu vas dans les extrêmes de ceux qui sont très intéressés par des expériences multiples, il y aura que des hommes. Et tu vas vers ceux qui sont que intéressés par des relations stables, il y aura que des femmes. Okay. Donc c'est ça. Donc, ça veut dire que par exemple dans les deux extrêmes, il y aura que des hommes ou que des femmes. Et dans le milieu, ça sera un peu mélangé, mais en moyenne. Et ce que dit Rav Menoussi en rapportant ses recherches, c'est que non seulement c'est vrai pour notre société, mais c'est vrai pour quasiment toutes les sociétés pour lesquelles on a des données, et c'est vrai aussi pour tous les âges dans lesquels on a des données. C'est-à-dire, même il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, les femmes sont de façon consistante plus intéressées par des relations stables et qui sont à long terme, et les hommes sont plus intéressés par avoir des expériences multiples. Et comme tu as cité cette étude dans les campus, alors ce qui s'est passé dans cette étude, c'est qu'ils ont fait des interviews, et ils ont fait des sondages pour savoir si les femmes étaient satisfaites de leur situation, dans les campus à ce niveau-là. Et 100% des interviewés ont dit que non, et 75% des sondés ont dit que non, et seulement 8% des sondés ont dit que ça leur allait. Alors, il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe aussi dans les campus américains. Les campus américains, c'est peut-être la sphère dans laquelle ça s'exprime le plus. Les fêtes, l'alcool, c'est l'âge du collège, quoi. C'est l'âge du collège, et c'est là où on fait n'importe quoi. Pas collège dans le sens français. Collège. Le collège dans le sens américain. Université. C'est l'université. C'est l'époque de la vie où tout le monde fait tout avec n'importe quoi, les drogues, l'alcool, etc. C'est vraiment dans cet espace-là. Et donc ça indique une première chose, que les hommes sont plus à l'aise dans cette culture-là, parce qu'ils sont plus intéressés par avoir des multiples expériences, et les femmes le sont moins. Et ce qui est pervers, en fait, dans cette histoire, c'est que en enlevant cet obstacle, ce tabou d'avoir des relations avec quelqu'un hors engagement, hors mariage, etc., c'est créer une compétition entre les femmes. Si tu veux avoir quelqu'un, il faut l'apprôner, tu vois, il faut l'attraper d'une manière ou d'une autre. Et comme il y aura toujours quelqu'un qui sera plus, qui dira oui, on va dire ça comme ça, aux demandes de quelqu'un, et ben les femmes se mettent en compétition entre elles pour séduire l'homme en question, pour séduire les hommes en question, et l'homme n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit.
Elle n'a plus besoin de En fait, c'est plus légitime. Une course à l'armement, entre guillemets. Ouais. Une course à l'armement, à la sexualisation de soi-même, du point de vue des femmes, pour pouvoir vivre et avoir un partenaire à l'intérieur de ces normes-là. C'est plus légitime, en fait, si tu cherches d'avoir un partenaire, d'avoir une vision qui est une vision de on arrivera à une relation intime une fois qu'il y aura des sentiments, une fois qu'on sera connu, etc. Ouais. C'est plus légitime, en fait, dans ces sphères-là. Ouais, parce que le gars, il va dire, mais si tu es lourde et que tu veux pas, je vais voir celle d'à côté. Il y a pas de... donc, en fait, ça enlève cette option. C'est pas que ça, on a rajouté une option, c'est qu'on a enlevé les autres options. Exactement, ça veut dire que même si effectivement on n'est pas dans un cas de contrainte niveau, on va dire, de manière stricte, personne oblige à faire ce genre de choix, mais simplement l'ambiance culturelle fait que non, si tu veux pas coucher le premier soir, tu es lourde. Tu comprends que tu es lourde. Tu comprends qu'il va pas rester. Si tu dis désolé monsieur, peut-être la semaine prochaine. Non. Okay. c'est parce que celle d'à côté, le date d'après, elle dira oui. Okay. Et donc se crée cette compétition. Une surenchère, en fait. Une surenchère là. Et cette surenchère est énormément aggravée par les réseaux sociaux. À encore un autre niveau, c'est par les réseaux sociaux qui sont très visuels comme Instagram. Une jeune fille de 15, 16, 17 ans, elle est très impactée, elle est très proche c'est-à-dire la façon dont elle se perçoit est proche de la façon dont elle se perçoit physiquement. Si elle sent qu'elle est belle, si elle sent qu'elle est regardée, etc. Et les réseaux sociaux et Instagram, par exemple, a rendu extrêmement facile de se construire un statut social juste en postant des vidéos des vidéos suggestives. Et il cite des témoignages où il ramène le témoignage d'une fille de 15 ans. Elle dit, toutes mes copines, elles sont sur Instagram, une fois par jour elles font une vidéo où elles dansent en leggings un peu suggestivement, et elles ont 100 000, 200 000 followers, 500 000 followers, et moi je veux pas rester en arrière. Donc au début ça me gêne un peu, mais je le fais. Donc en fait cette norme là, en fait, elle pousse de plus en plus les femmes et même de plus en plus jeunes à être en compétition pour un maximum de sexualisation de soi-même. On a voulu avoir un libérer, partenaire, même juste pour être accepté, avoir des likes. Et les dégâts psychologiques de ce genre d'attitude sont terribles. Et en fait, si je reviens un peu à ce qu'ont pensé les révolutionnaires des années 60, qui voulaient l'amour libre, ils pensaient pas à ça. Mais on va dire la déconnexion de la sexualité de toutes les structures dans lesquelles elle était inscrite a terminé en commercialisation pour des likes ou pour de l'argent, les fans, pour ceux qui savent, à la commercialisation du corps de la femme. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'auraient pas voulu dans les années 60, mais c'est la conséquence directe de la révolution qui a été faite. Ok, donc comment quelque chose qui était censé, soi-disant, libérer de toutes sortes de schémas patriarcaux, etc., là, au final, on rentre dans une autre aliénation qui... Et comme tu as dit, au lieu de donner plus de choix aux femmes, de faire ce qu'elles veulent, on leur a enlevé un choix, on leur a enlevé quelque chose qui fondamentalement les protégeait. Il y a une autre problématique qui je pense est assez évidente, c'est effectivement l'éloignement de la maternité pour les femmes qui passent beaucoup de temps en fait dans des relations qui vont nulle part ou dans des zéro-relations qui sont juste un soir, etc. Et l'éloignement de la maternité fait que à 30-35 ans, pour la plupart des femmes, encore une fois, il y a peut-être des femmes qui sont très contentes de ne pas avoir d'enfants, on ne veut pas ici juger des gens individuellement, mais pour la grande majorité, à 30-35 ans, elles se disent: j'ai gâché une grande partie de ma jeunesse et des années où je pouvais faire des enfants à courir après des hommes qui, eux, couraient après toutes les autres femmes aussi, quoi. Et comment dire, ce retard est après extrêmement difficile, on le voit après, mais c'est le problème, encore une fois, c'est qu'on profite maintenant et on paye après. Et c'est ça aussi une des conséquences, c'est qu'on a éloigné le prix du moment où tu consommes. C'est-à-dire, tu penses que tu fais ça, c'est gratuit, tu penses que tu peux aller faire la fête et ça va bien se passer, mais à la fin tu payes un prix, mais tu payes 10 ans, 15 ans plus tard. Et enfin, une troisième chose dans cette idée de différence entre les hommes et les femmes, et je pense que ça c'est aussi un point qui est très important, et c'est un point sur les hommes. Qu'est-ce qui s'est passé avec les hommes ? Parce que là on a l'impression que les hommes ils s'amusent bien, ça leur plaît, etc. Mais en fait, ce qu'on a fait, et il faut y penser comme ça. Avoir à conquérir une fille, c'est le rite de passage le plus important. Le rite de passage le plus important, le rite de maturité le plus important qu'un homme vit dans sa vie. Une des choses les plus importantes, on peut dire. Et
C'est-à-dire que si tu voulais avoir une partenaire, avoir une relation avec quelqu'un, il fallait que tu sois capable de montrer que tu es quelqu'un de sérieux. Il fallait que tu sois capable de faire preuve de patience, de constance, de sérieux, d'aimabilité, de stabilité, d'indépendance. Il fallait que tu sois capable de montrer tout ça. Et ce, j'appelle ça un rituel de passage, parce que fondamentalement c'est ça qui faisait qu'un jeune adolescent devenait un adulte. Je suis prêt à me marier, je suis prêt à fonder une famille. Si tu m'acceptes, on aura des enfants et je m'occuperai d'eux et je m'occuperai de toi. De manière tacite, tu dois convaincre qu'en fait tu seras un bon meneur de famille. Que tu seras un bon meneur de famille, que tu seras un gars bien, que tu seras un adulte. Et un mensch. Mais maintenant, les hommes vivent dans une culture dans laquelle ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent sans trop de difficultés. Sans trop de difficultés. En tout cas, c'est plus bien vu de se retenir, de faire preuve de patience. Non, c'est le premier soir, le deuxième soir, si le troisième soir c'est pas là, je vais chercher quelqu'un d'autre. C'est maintenant devenu la norme. Et cette norme-là empêche en fait les hommes de maturer. Et c'est là qu'on se retrouve avec une régression de la mentalité masculine, on pourrait appeler ça la masculinité. Et on se retrouve avec deux types d'hommes qui sont tous les deux des enfants, ou des adolescents éternels. Le premier, c'est l'espèce d'alpha mâle vulgaire, misogyne, on ne dira pas les noms, qui vit dans un harem en Roumanie, on ne dira pas les noms, et qui explique à tout le monde qu'il faut être que la masculinité, c'est être grand, musclé, fort, d'avoir 10 femmes et de les maltraiter. De montrer sa supériorité. Donc ça, c'est vraiment... On est vraiment dans l'adolescent de 16 ans qui essaie de montrer qu'il est le plus fort, quoi, et qui fait du muscle. Et le deuxième type, c'est ceux qui sont, on va dire, laissés pour compte dans cette histoire, qui sont pas beaux, qui ont pas le succès, et qui refusent de l'accéder parce que moi je veux qu'on me donne ce qu'on m'est dû. On me doit une femme. Et je pensais qu'il y a toute cette sous-culture internet qui s'appelle les célibataires involontaires, incels, et qui sont des gens qui sont arrivés vraiment à haïr les femmes, de manière très puissante, parce qu'ils se sont sentis parce qu'ils se sentent déchus et refusés par la gente féminine parce qu'ils sont plus au niveau. Mais en fait, cette facilité d'avoir des relations sexuelles a fait que tout ça se concentre dans une couche supérieure, élite, de ceux qui sont beaux et qui ont du succès, pas forcément matures, et c'est ça qui est important, et que tous ceux qui sont en bas, à l'échelle d'en bas, n'ont rien du tout. Et donc, eux sont restés des enfants parce qu'ils ont personne à conquérir, et eux sont restés des enfants parce qu'ils n'ont pas à conquérir. Et dans tout ça, le gentleman classique a disparu. Il donne l'exemple du fait que c'est le mot playboy. Le mot playboy, c'est justement un adulte qui reste uniquement dans la dimension du jeu, en fait, où il n'y a pas la dimension de responsabilité et de maturité. Exactement. Et en fait, c'est un processus qui a généré en fait l'infantilisation des hommes. Et il y a un point culturel qui est très rigolo, c'est, j'imagine que beaucoup d'entre nous, en tout cas de ceux qui ont grandi dans les années 90-2000, ils ont lu ou vu Twilight. C'était ce film avec une série, maintenant je me souviens plus du nom de l'auteur, sur Edward et Bella. Edward étant un vampire, et Bella étant une jeune collégienne de 17 ans, et qui tombe amoureux dans une ville des États-Unis, etc. Et en fait, toute l'histoire, c'est une histoire d'amour, rien de plus classique, sauf que lui, c'est un vampire, mais un bon vampire. Et c'est un bon vampire parce qu'en fait, elle veut la harponner parce qu'elle est tombée amoureuse de lui, et donc elle essaye de le ramener dans sa chambre, en fait, tout à fait naturellement, et lui il refuse, il se retient. C'est-à-dire toute la tension est construite sur le fait que Edward se retient. C'est-à-dire qu'Edward se retient, et il veut montrer, et l'analogie là commence à être intéressante, parce qu'en tant que vampire, il dit, si jamais je me laisse aller, je suis un vampire, je vais te bouffer, je vais te détruire. Si tu me laisses entrer, je vais te détruire. Et elle a du mal à se faire à cette idée, tu vois. C'est au bout d'un moment, elle a du mal à se faire à cette idée. Et en fait, le Rav Ner Moshe, il dit, ce qui est intéressant ici, c'est que pour ramener un gentleman à l'ère moderne, il faut lui faire avoir 200 ans. Parce qu'Edward, c'est un homme qui vient de l'ère victorienne d'Angleterre. Il faut qu'il ait 200 ans, parce qu'il n'y en a plus. Et ils ont tous disparu. Donc il dit, en fait, il y a une espèce de fantasme inavoué de retrouver une figure masculine exactement. Qui n'est plus, quoi. Exactement. C'est-à-dire que, et ça, c'est très consistant, en fait, avec tout ce qu'on a dit sur ce que les femmes veulent. C'est que la plupart, en fait, elles préfèrent le gentleman. Mais ils sont plus là. Ils ont juste la révolution sexuelle, la dissolution des normes les a complètement fait disparaître du marché.
Ouais. Et ils existent maintenant dans des bulles, dans des bulles traditionnelles dans lesquelles qui sont pas suffisamment influencées, on va dire, par cette ambiance-là. Donc ça, c'est vraiment c'est un coup important sur la psychologie masculine. Ouais. Exactement. Je pense qu'on peut pas... Pour revenir, je pense que ce qui va être le point, un des points aussi très importants de l'exposé du Rav Menoussi, c'est que la façon, c'est maintenant plus sur les couples et moins encore sur les hommes et les femmes, mais comment on présente la sexualité dans la culture. Et ce qui montre de manière très très intéressante, et on va essayer d'expliquer pourquoi, c'est que la révolution sexuelle est en train de s'autodétruire. Okay. Et il y a un fameux article de The Atlantic en 2018 qui a été écrit qui s'appelait The Sex Recession, c'est-à-dire le recul du sexe. Et qui a amené un certain nombre de données qui montraient que les gens avaient beaucoup moins de relations qu'avant, que le nombre de partenaires baissait, le nombre de relations que les gens ont baisse, et que en fait les gens ont moins de relations intimes que jamais avant. Ok. Et donc, quelles sont les causes ? Et ce qui est intéressant, c'est que la révolution était libérons ça pour tout le monde, sortons ça des carcans classiques, comme ça tout le monde peut profiter, il n'y a pas de raison d'avoir des trucs, si ce n'est le consentement, si ce n'est encore le consentement. Et en fait, l'effet secondaire, c'est que les gens ne font plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Une des grandes choses qui s'est passée, c'est bien entendu la pornographie. Okay. Alors la pornographie, je pense que c'est un peu des lieux communs, et c'est facile de dire, et c'est facile, quoi. On comprend tout de suite que la pornographie détruit non seulement l'image saine de la sexualité, mais ça détruit aussi la motivation d'aller en chercher. C'est-à-dire que si c'est accessible, tu peux tout avoir sur ton téléphone, et surtout quand on pense à des hommes, comme on dit, qui ont pour la plupart une sociosexualité élevée, le téléphone produit, c'est-à-dire la pornographie te produit toutes les expériences que tu veux, des plus simples aux plus extrêmes. Il raconte l'histoire dans le livre d'un gars qui s'est retrouvé exposé à la pornographie à 9-10 ans. Donc il faut savoir que maintenant une partie non négligeable des enfants sont exposés à la pornographie à 7 ans. À 7 ans, 8 ans, à 14 ans, 90% d'une promotion a été exposée à de la pornographie. Et il raconte son histoire que, en fait, il a commencé à regarder ça, puis c'est continué, etc. Puis il s'est rendu compte que les choses qu'il regardait ne le touchaient plus, et du coup il a commencé à chercher des choses plus extrêmes. Et il a finalement été arrêté par les autorités américaines avec 9000 vidéos de pornographie infantile. Okay. Donc et dans l'interview, il y a une interview faite de ce gars-là, et il demande est-ce que t'es un pédophile ? Il dit non. Il dit non, c'est juste que je cherchais encore un truc. Je cherchais le truc plus excitant que celui d'avant. Je cherchais le truc encore plus extrême. Et il faut aller dans le transgressif, il faut aller... Exactement, il faut aller dans le transgressif. Et il dit, c'est parce que c'était interdit. Et je voulais faire le truc interdit. Il fallait quelque chose. Maintenant, les vidéos, ça m'intéresse plus. Et du coup, la pornographie a beaucoup détruit la capacité des hommes, en tout cas, à non seulement à avoir des relations saines, mais à en vouloir, à être motivé pour aller en chercher. Il y a même plus assez de raisons. C'est évident que la pornographie ne peut pas produire quelque chose qui ressemble à l'expérience véritable, mais c'est suffisamment pour faire régresser la motivation. C'est en gros l'effort énorme qui est d'aller conquérir une jeune fille, etc. Finalement, si tu as la possibilité d'assouvir cette pulsion-là de manière beaucoup plus rapide, etc., une grande partie des hommes vont pas forcément faire cet effort-là. Exactement. Et donc, il y a une autre étude, mais bon, c'est un peu controversé, donc je vais essayer de le signaler, mais qui semble dire que les gens qui ont des relations sexuelles le plus souvent, ce sont les couples monogames traditionnels. Tout simplement. Étonnamment. C'est étonnant parce qu'on toi et moi on a grandi dans des milieux religieux, etc. Et on aurait pu croire qu'avec tout ce qu'on voit à l'extérieur, on pourrait dire nous on vit des vies normales, mais dehors tout le monde fait la folie, quoi. Genre, les gens ils s'amusent, ils font n'importe quoi, etc. Nous bon on est chez nous, on est très content, etc. Mais je vois dehors, alors que non. En fait, c'est très intéressant. On commence à se rendre compte que il y a une espèce de détresse. Il y a un point de données qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure, à partir des années 60, avec la Révolution, l'âge de la première relation a baissé.
de 20 ans à 16 ans, 15 ans, etc. L'âge moyen. Et là, il est remonté à 18. Ok. Donc ça veut dire que non seulement, et surtout, et là c'est un point sur la pornographie et le téléphone, non seulement ça rend difficile une relation saine, mais aussi ça ne commence même pas. Ça ne commence même pas. Et des jeunes qui, tout de suite, avant même la puberté, avant même que leur corps s'éveille à ce genre de sentiment, ils sont attrapés par la pornographie et jamais ils ne construiront quelque chose. Okay. Peut-être jamais, mais en tout cas, ça retardera. Et quand ils y arriveront à 18 ans, ça sera après après avoir pollué sa psyché avec des images, des expériences qui n'ont rien à voir avec la réalité, et avec surtout cette idée-là que la sexualité, c'est mon plaisir. C'est mon plaisir. Et tout ce que je connais de la sexualité, c'est devant l'écran. Et les femmes, dans la réalité, ne sont pas ce qu'il y a devant l'écran. Enfin, c'est pas exactement la même chose. Donc, on vit dans l'illusion, et ça c'est un paradoxe intéressant, on vit dans l'illusion qu'on est libre, mais en fait, ces nouvelles normes ont rendu impossible des choix qui étaient bons pour nous. Il y a une espèce de déconstruction qui a un coût, en fait, qu'il arrive à bien catégoriser, quoi. Un coût pour les femmes, un coût pour les hommes, un coût... Ouais. Exactement. C'est bien structuré dans le livre. Il y a des coûts ici, c'est-à-dire il y a à la fois pour les hommes, à la fois pour les femmes. C'est-à-dire il y a vraiment un dégât qui est fait de manière horizontale sur toutes les strates de la société. Donc là, c'est les coûts tels qu'ils les exposent ici. On passe déjà à la deuxième partie qui est quelle alternative le judaïsme propose. Un point, je ne sais pas si tu voulais le dire, c'est d'une certaine manière, il vient un peu justifier ce mouvement-là en disant que l'Occident a eu un mouvement qui est un mouvement de pendule. Okay ? C'est-à-dire qu'après un rapport souvent du catholicisme extrêmement puritain, qui avait une vision de la sexualité comme quelque chose qui est fondamentalement négatif, fondamentalement problématique, etc. Alors il fallait créer cette espèce de mouvement de pendule, cette espèce d'antithèse qui va proposer une sexualité la plus débridée, la plus libérée de tous les carcans, etc. Et lui, ce qu'il veut essayer de dire, c'est que dans le modèle juif, on n'a pas besoin de ça, parce que de prime abord, la vision était déjà beaucoup plus équilibrée, était déjà beaucoup plus valorisante pour la sexualité comme quelque chose qui n'est pas fondamentalement mauvais, mais au contraire quelque chose qui est une force de vie extrêmement importante, extrêmement profonde, qu'on doit être capable de cadrer pour qu'elle puisse s'épanouir comme il faut. Mais donc il n'y a pas besoin en fait de ce mouvement de pendule. Ouais, et c'est vrai, c'est exactement ça. Et il y a juste une chose qu'elle je voulais juste signaler avant de parler de ça. On parlait du modèle juif, c'est qu'il y a parce qu'on est toujours dans la culture et je voulais faire un point sur la culture française. Il y a une phrase, une rime de Big Flo et Oli qui a très bien résumé le paradoxe dans lequel on vit, qui est ma génération se moque de ce que pensent les gens. Elle veut un coup d'un soir, mais qui dure 2 ans. Okay. Et c'est très intéressant parce que ça met en place vraiment ce paradoxe-là. On pense, on pense que ce qu'on veut, on veut à la fois le coup d'un soir, le plaisir, juste pour nous, tranquille, sans engagement, etc. Mais finalement, on veut être aimé. On veut être aimé longtemps. On veut être aimé stablement, avec stabilité. Et ce qui est chez le Rav Nim aussi, il explique aussi que c'est un paradoxe qui déchire beaucoup de conscience. C'est-à-dire qu'à la on a l'impression de savoir ce qu'on veut, de vouloir quelque chose de stable, mais toute la société autour de nous, toutes les normes crient « Non, ce que tu veux, c'est faire la fête. » Ce que je veux, c'est faire la fête. Et c'est mal vu en réalité de vouloir l'ancien modèle. Exactement. Comme disait pour les femmes, t'es lourde, tu vois. Et si t'es un homme, si à 20 ans, t'es un homme, t'es faible. Si à 20 ans tu cherches le côté romantique, etc., t'es en décalage en fait finalement avec ton âge. T'es complètement en décalage. On en reparle quand t'auras 35 ans. Là maintenant, c'est le moment de t'amuser. Mais j'ai pas envie de m'amuser. Chez les femmes, t'es lourde, et chez les hommes, t'es faible. Et donc on a l'impression que la manière de construire son statut social, c'est de s'adonner à ça. Je reviens un peu sur ce que tu as dit sur le pendule. Effectivement, le Rav Nirman aussi, il
il présente ça de manière assez catégorique. Il dit il y a une réaction de la part de la société occidentale à des années de catholicisme qui étaient très, très, très restrictifs à ce niveau-là. Ce qui n'est pas à dire que c'était mieux avant. On n'est pas dans l'idéalisation du passé, parce que si on regarde par exemple les normes sexuelles de la Grèce antique ou de la Renaissance, c'était pas non plus. C'était d'autres. Je suis pas sûr qu'on veut retourner à ça. Quoi. C'est pas que plus on va dans le passé, plus c'était institutionnalisé et très strict. Ce que le Rav Menoussi essaye de montrer, c'est qu'il y a dans le judaïsme une idée que, peut-être contrairement au catholicisme, dans la manière dont il présente, qu'il n'y a rien dans la sexualité qui soit interdit, qui soit, comment dire, à bannir. Et que chaque pulsion, même la pulsion de nouveauté, doit trouver sa place. Donc il parle d'un modèle qu'il appelle le modèle du diaphragme. C'est-à-dire qu'il y a un outil, je propose un outil pour réguler réguler la lumière. Le diaphragme, c'est l'idée le diaphragme de l'appareil photo, qui régule la quantité de lumière qui rentre sur une photo. Si on met beaucoup de lumière, la photo va être très claire, et si on fait refaire un peu le diaphragme, ça va réduire la lumière et ça va être un peu plus sombre, etc. Donc voilà, les photographes se reconnaissent dans le mécanisme. Et c'est exactement le même principe, c'est qu'il y a la sexualité n'est pas quelque chose de mal fondamentalement. Dans le judaïsme, c'est pas mal, c'est même très bien. Et dans le bon contexte, c'est même sain. Dans le sens, il y a quelque chose de kadosh dans le sens, dans le sens hébraïque. Et la question, c'est comment est-ce que le diaphragme doit être réglé ? C'est la calibration du diaphragme. Et l'idée qui est, comment dire, pas un ridouche, c'est expliquer que la sexualité trouve sa meilleure place, sa place sainte, à l'intérieur d'un mariage engagé de personnes qui s'aiment. Et en gros, on essaie de remettre toutes les sphères, les 4 sphères dont on a parlé. L'idée de remettre ensemble ces 4 sphères dans le mariage monogame classique, qui inclut à la fois donc la reproduction, avoir des enfants, un engagement à long terme pour fonder une famille, et enfin, l'amour entre les deux personnes. Donc on rassemble ici, et il rajoute une quatrième strate un petit peu mystique, qui est la sainteté. Et il y a, dans les textes juifs, on pourra en parler une autre fois, un rapport à la sexualité qui dit que la sexualité a quelque chose de saint, a quelque chose de profondément spirituel. Donc il y a aussi une dimension, une quatrième dimension qui, elle, un peu, comment dire, qui englobe un peu tout ça, il y a une rencontre avec le divin dans la sexualité, dans le bon cadre. Je trouve que c'est pas difficile d'avoir l'intuition de la chose. C'est-à-dire qu'on est... Même si la culture cherche à nous rabâcher le fait que c'est un acte comme un autre, c'est un acte qui interroge fondamentalement. Il y a 2 personnes qui se rencontrent et la vie peut sortir de cette rencontre-là. C'est-à-dire qu'on est fondamentalement face à un acte qui a un enjeu, une profondeur et une richesse qu'on retrouve nulle part ailleurs, en fait. Exactement. On ne comprend pas ce que ça veut dire, ce mystère-là de la vie, et qui arrive justement du fait qu'il y a une rencontre entre 2 personnes. Donc, je trouve que c'est pas très difficile intuitivement de venir et de dire c'est pas un acte comme un autre. Voilà. Il y a quelque chose qui est profond ici, et cette espèce de volonté de la culture de dire non, on peut jouer avec ça. Tu sais avec quoi tu joues. Ouais. C'est comme quelqu'un qui arriverait dans une usine nucléaire et qui dit bon, je vais commencer à toucher les boutons, etc. Non, tu joues avec des choses qui sont bien au-delà de ce que tu penses, quoi. Mais c'est exactement. Ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure sur Betty Friedan, qui a vu que qui a prédit que la libération sexuelle serait une catastrophe pour les femmes, parce qu'elle serait jetée dans un marché cruel de commercialisation de leur corps. Mais elle se rendait compte aussi que la seule chose qui maintenait, qui les protégeait de ces choses, c'était la structure traditionnelle du mariage monogame. Et donc ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose qui dérive de ce modèle du diaphragme, c'est qu'il n'y a pas d'éléments dans la sexualité, et c'est aussi vrai en général, qui ne doit pas trouver dans le judaïsme sa canalisation. Par exemple, il y a un très beau, il y a une très belle phrase qu'il écrit. Il dit l'idée, c'est si on doit maintenant quitter la révolution sexuelle, les normes de la révolution sexuelle pour des normes, on va dire juives, c'est de quitter il faut quitter la largeur pour accéder à la profondeur. C'est-à-dire où il faut sacrifier la largeur d'expérience, avoir des expériences avec beaucoup de gens, de beaucoup de choses. Le côté multiple et pluriel. Investir dans la profondeur de connaître une personne. Une personne. Et donc il a ce mot, on va dire, un peu humoristique qui dit... dire que même la pulsion chez les hommes de tromperie, elle peut être canalisée dans ce qu'il appelle tromper sa femme avec sa femme.
Donc, Parce que tu rencontres la personne de manière... Tu vas essayer de rencontrer quelqu'un de nouveau. À chaque fois qu'on se retrouve, on essaye de faire émerger une nouvelle strate de quelqu'un. Et une personne, c'est vraiment c'est un horizon derrière lequel il y a l'infini. Ouais. Un peu comme les poupées russes. Un peu comme les poupées russes. Et il y a l'image physique du trou noir dans lequel tu ne tombes jamais dedans. C'est infiniment. Tu es infiniment sur cet horizon-là et tu juste avances un petit peu, mais c'est infini. Et donc cette idée-là, c'est plutôt que d'aller tromper ta femme avec une autre et de détruire ta vie, cherche à connaître dans la profondeur la personne avec qui tu vis. C'est-à-dire de connaître à chaque fois, d'essayer de connaître des nouvelles strates d'elle-même. Et il dit, dans ce cadre-là, même ce qui nous semble être des pulsions, on va dire, négatives, qu'on pourrait dire ça, jamais il faut écouter, jamais il faut... Il y a un moyen de donner à ça, on va dire, de poser pour ça un cadre qui le rend bon. Ouais, c'est-à-dire cette volonté de renouveau, tu vas réussir à le trouver même au sein de ton couple, etc. Voilà. J'aimerais 2 secondes qu'on essaie d'expliciter ce terme parce que je trouve qu'il est intéressant. Entre ce qu'il appelle une todat rochav et une todat omek, c'est-à-dire une conscience de largeur, de multiplicité, de pluriel, etc. Donc c'est une vision très très consommatrice finalement de la sexualité. Donc on a envie d'avoir beaucoup de partenaires, beaucoup d'expériences, etc. Mais ça peut être vrai aussi dans d'autres domaines, pas que dans la sexualité. C'est-à-dire que tu es dans une approche qui est une approche où au final il faut changer de travail régulièrement, faut partir en vacances une tonne de fois. Il y a besoin de vivre un pluriel permanent, il y a besoin d'être entertained, il y a besoin d'être diverti toujours, vous avez plein de couleurs qui tournent autour de moi. Et là, ce qui nous est proposé, c'est est-ce que tu es capable aussi d'aller en profondeur, okay ? Et aller en profondeur demande, d'une certaine manière, le fait de faire un stop, de dire non, je vais pas maintenant avoir 100 partenaires, je vais avoir une partenaire, ok, mais j'ai envie de la rencontrer elle, et j'ai envie de la connaître, et j'ai envie de voir bien au-delà de ce que j'aurais pu voir uniquement dans cette espèce de relation en série. Et je pense que c'est vraiment un point qui peut résumer pas mal d'une vision juive, justement dans le contraste, on va dire, avec un rapport très occidental, très consumériste comme ça, très au final, je suis là, passif, et doivent défiler devant moi un nombre d'expériences. Le plaisir consenti, c'est tout ce qui compte. Ouais. Et face à ça, dire non, il y a besoin de rentrer dans une expérience jusqu'au bout, de m'y investir, et finalement, cette réduction, ce tzimtzum finalement apparent, au final m'ouvre un monde de profondeur auquel j'aurais pas eu accès sinon. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi dans le livre, il a aussi ce schéma qui est un peu une pyramide où il montre ces 4 strates-là, les 4 strates de la sexualité qui sont à la fois d'abord le plaisir, qui encore une fois, et ça, je pense qu'on n'a pas assez insisté là-dessus, c'est que contrairement à peut-être d'autres religions, d'autres spiritualités, n'est pas une strate interdite. C'est une strate qui est complètement légitime et qui a complètement sa place. Ouais, c'est important de signifier que dans la Torah, il y a non seulement la mitzvah d'avoir des enfants, qui est une mitzvah pour vous, mais aussi une mitzvah qui est une mitzvah ona, c'est-à-dire c'est une mitzvah même dans un cadre où il ne peut pas y avoir d'enfants, parce que la femme est enceinte, parce que on est après l'âge, etc. Il y a une mitzvah qui est la mitzvah d'avoir des relations pour justement la relation elle-même. Okay. Voilà, donc ça c'est un. La deuxième strate, c'est la strate de se connaître, de strate du couple, la strate du mariage, quoi, c'est-à-dire de ce qu'on est ensemble. Toi et moi, et là il y a un point qui est très important, c'est-à-dire classiquement la Brit Mila. Ce qui est très intéressant dans la Brit Mila, parce que la Brit Mila c'est un moment très émotionnel pour tout le monde, celui qui est un garçon il sait, c'est très émotionnel parce que c'est le moment où on a l'impression de transmettre à son fils tout ce que on porte et tout ce que nos parents ont porté et puis nos arrière-grands-parents jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc il y a un moment où on sent la chaîne, de la tradition comme ça que tu passes à ton fils alors qu'il est tout petit, il a 8 jours et il fait que pleurer. Et il dit un truc très intéressant, c'est que la Brit Mila, et qui se fait dans l'organe sexuel, montre que il y a dans l'effort de la Torah aussi, c'est un effort de civilisation de l'homme. Je suis même pas sûr qu'on dit ça en français, de le civilisationner. C'est-à-dire que, et ça revient un peu, si on se rappelle à ce qu'on disait sur la sociosexualité tout à l'heure, c'est que la révolution sexuelle a en fait rapproché les femmes d'une sexualité masculine et éloigné les hommes de la sexualité féminine dans laquelle les institutions traditionnelles religieuses l'avaient apporté. Avant, les hommes faisaient plus ou moins n'importe quoi ce qu'ils voulaient, et maintenant ils ont été ramenés en disant non. On sait que tu veux avoir plein d'expériences, que tu veux tu veux toucher à tout, etc. Non, tu dois
avoir une sexualité qui ressemble plus à une femme. Tu dois être civilisé. Donc il y a un moment où l'homme, et dans la Brit Mila exprime aussi ça, de quitter sa nature sauvage pour être capable d'investir dans l'alliance avec sa femme, l'alliance avec Dieu. Et ça aussi, de la Brit Mila, elle exprime aussi ce point qui est très très important. Ça revient aussi à... Il y a une couche superficielle qu'on va enlever pour révéler quelque chose d'intérieur qui est dans cette force de vie qui existe et qui est importante, mais elle peut s'exprimer de manière extrêmement superficielle et on va essayer de découvrir ce qu'il y a derrière. Et qu'est-ce qu'on enlève ? On enlève l'expérience en trop, la orla. C'est-à-dire l'expérience en trop, ce qu'on appelait la largeur, le fait d'en avoir partout, le fait de toucher à toute expérience, on sacrifie cette largeur-là pour pouvoir s'investir dans l'alliance conforme. Je pense que c'est important de le dire, c'est un livre, et son auteur Nir Manoussi, qui ont fait beaucoup de bruit. C'est-à-dire que justement dans la préparation de ce podcast, c'est vrai, j'ai commencé un peu à regarder le nombre d'articles, le nombre de podcasts, y compris dans le monde laïque, parce que justement c'est un livre qui est très très bien structuré, et je vous recommande ceux qui peuvent le lire en hébreu, très très bien structuré avec énormément de chiffres, etc., qui arrive à finalement mettre des mots sur quelque chose où beaucoup de personnes le ressentaient de manière intuitive, beaucoup de personnes sentaient qu'il y avait quelque chose qui se passait mal finalement dans cette libération sexuelle, mais on n'arrive pas forcément à mettre des mots dessus. Il a une vraie capacité de faire ça de manière très pédagogique, très analytique, et après, à la fin, de proposer ce que le modèle juif a à dire là-dessus. C'est vraiment un livre qu'on vous recommande. Il faut noter ça aussi, c'est que le livre, selon son auteur, a été écrit en premier lieu pour des gens qui ne sont pas religieux. Clairement. C'est pas un livre de halakha, c'est pas un livre de moussard, de moralité juive, etc., avec des citations, etc. Il y a très très peu de citations de la Torah, juste à la fin, etc. C'est un livre qui a été écrit pour l'homme moderne, pour qui toute cette culture est évidente, mais qui sent le crissement, qui sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et c'est pour cela que ça a été écrit. Et il écrit aussi que si les religieux y trouvent un intérêt, il sera très content, mais c'est pas son premier but. C'est pas le but. Écoute, merci beaucoup Yair, parce que tu nous as permis, même pour ceux qui peuvent pas forcément lire en hébreu, tu as permis d'avoir une petite idée des thématiques et de ce que Nir Manoussi nous dit ici dans ce livre. J'espère que c'est le début d'une belle série où on pourra comme ça découvrir pas mal de livres ensemble et faire découvrir pas mal de livres intéressants et parlants. Et à très vite. À très vite. Voilà, je rappelle, c'était Aboker Shachare du Rav Nir Manoussi. Tous ceux qui peuvent lire en hébreu lisent en hébreu. Si quelqu'un veut le traduire, vous êtes bienvenus. Les versions sont ouvertes. C'est très conseillé. Merci beaucoup Gabriel et à très bientôt. À très vite. Salut.